Dans cette nouvelle partie, nous allons nous intéresser à un élément qui est déterminant pour renforcer la confiance en vous et développer votre estime de vous-même. C'est la faculté que vous avez à accueillir, accepter, comprendre et gérer vos émotions. Les émotions sont un élément déterminant pour renforcer vos qualités et vos capacités comportementales. Daniel Goleman, qui est le père de l'intelligence émotionnelle, qui a écrit un livre du même nom, L'intelligence émotionnelle par Daniel Goleman en 1997, explique les tenants et les aboutissants de la gestion émotionnelle, de ce que sont les émotions et de la façon dont les émotions peuvent effectivement renforcer votre confiance en vous. Comment comprendre ces émotions pour en faire une force, un atout comportemental? Comment mieux gérer son stress? C'est ce que nous verrons en détail dans cette partie dédiée à l'intelligence émotionnelle au service de votre confiance en vous. Comment, en tant que futur chef d'entreprise, en tant que personne en reconversion, vous êtes capable à la fois de gérer vos émotions pour atteindre vos objectifs et comment vous êtes aussi capable de transmettre une émotion à vos interlocuteurs pour les faire agir et s'engager à vos côtés. C'est ce que je vous propose de voir dans ce module dédié à la gestion des émotions que j'affectionne tout particulièrement. Alors, avant de rentrer dans la définition et dans ce que sont les émotions à proprement parler, il y a des principes initiaux que je voulais vous présenter. Tous les phénomènes émotionnels sont créés par vous. Alors vous allez me dire, oui, mais Aurélien, t'es bien gentil, mais la dernière fois que quelqu'un m'a fait une queue de poisson au volant et passé devant moi, ça m'a fait peur et j'ai réagi en hurlant. C'est pas moi, en fait. Ça vient vraiment de la situation. C'est pour ça que j'étais obligé de réagir. Eh bien, je tiens à préciser ce point. Lorsque vous vivez une situation intense qui provoque chez vous une émotion encore plus intense, vous êtes, quelles que soient les circonstances, en mesure de gérer cette émotion et ses répercussions. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez cette faculté naturelle à réagir à des événements, à des situations qui vous parviennent. Et bien là, en fait, pour la première fois, vous allez découvrir que vous êtes en mesure de maîtriser même vos réactions émotionnelles provoquées par l'extérieur. Ce qui fait que même lorsque votre conjointe ou votre conjoint, que les situations qui vous énervent habituellement, en fait, sont effectivement des situations avec lesquelles vous pouvez créer de l'espace pour éviter d'avoir à réagir spontanément sur un mode non assertif, agressif, ou de réagir spontanément d'une façon qui ne vous plaît pas. Et c'est ça, en fait, le point, c'est d'être capable de comprendre que tous les phénomènes sont créés dans votre esprit et que vous ne faites que réagir comme des chiens de Pavlov à des stimulus émotionnels. On va stimuler une partie de votre d'une situation et on va vous stimuler, on va vous envoyer un élément qui va venir vous perturber et vous allez réagir émotionnellement et spontanément. Eh bien, c'est important d'être en mesure de se dire que vous pouvez créer de l'espace pour ne pas réagir de manière trop spontanée ou trop agressive. Le second point des principes initiaux, c'est que toutes vos pensées, vos paroles et vos actions sont conditionnées par votre histoire et votre expérience. Autrement dit, vous êtes la somme de vos expériences. Et aujourd'hui, ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites est largement conditionné par ce que vous avez vécu et par votre expérience. Mais il n'y a aucun déterminisme là-dedans. Vous pouvez malgré tout complètement mener votre vie comme bon vous semble pour vivre et vous permettre d'accéder à ce que vous souhaitez. Mais le point, c'est que vous ne pouvez pas ignorer que votre histoire, vos expériences et ce que vous avez vécu jusque-là fait ce que vous êtes aujourd'hui. Il faut l'accepter parce qu'une fois que vous avez accepté votre parcours et votre histoire, ça sera beaucoup plus facile, que de vous faire confiance et de savoir quelles sont les émotions que vous ressentez quand vous regardez dans votre passé, votre présent et que vous vous projetez dans l'avenir. Votre esprit crée votre réalité et vos perceptions. Si un matin vous vous levez et que, vous êtes de mauvaise humeur parce que vous avez passé une mauvaise nuit, eh bien, vous allez vous dépêcher parce que vous vous rendez compte que vous allez être en retard et en vous dépêchant, vous renversez votre café sur vous. Vous sortez précipitamment de chez vous parce que vous êtes en retard, énervé d'avoir renversé votre café et vous bousculez, le jeune homme ou la jeune fille que vous voyez en sortant de chez vous sans lui faire de remarques et vous partez. Vous montez dans votre voiture énervé, vous accélérez et vous emboutissez la voiture devant vous. Vous venez de conditionner l'entièreté du début de votre journée. Alors que si vous revivez cette scène-là, de la même manière, vous avez passé une mauvaise nuit, mais vous décidez de prendre quelques instants pour vous réveiller tranquillement et vous dire que de toute façon, votre nuit ne va pas gâcher votre journée et que vous décidez que tout se passe pour le mieux aujourd'hui parce que vous l'avez décidé et comme dirait Voltaire,
j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour le moral. Vous décidez ça. Vous sortez de chez vous, après avoir pris le temps de boire votre café, vous ne l'avez pas renversé, et vous croisez une jeune fille ou un jeune homme en face de chez vous qui vous sourit et qui vous indique qu'il faut faire attention parce que ce matin, effectivement, il y a du gel, que ça peut glisser et que vous risquez d'emboutir une voiture. Vous montez dans votre voiture et vous partez sereinement pour commencer votre journée. Et bien là, vous vous rendez compte que je viens d'énoncer exactement les mêmes journées, les mêmes fonctionnements, mais que dans un cas, vous avez pris le temps de regarder comment votre réalité était construite à chaque instant. Et si vous décidez de prendre le temps, de prendre soin et de faire attention à votre état d'esprit dès le matin, vous allez conditionner tout le reste de votre journée pour que vos émotions soient les plus sereines à vivre. Le dernier élément des principes initiaux liés à la gestion des émotions, c'est la faculté que les émotions soient à la fois conditionnées et conditionnantes. C'est encore avec un exemple que j'illustre cette situation. Vous arrivez le lundi matin au bureau et étant donné que vous avez passé un mauvais week-end, vous n'êtes pas très enclin à aller discuter en réunion, à échanger et à proposer de nouvelles initiatives ou des innovations. Sauf que là, vous ne le saviez pas, mais il y avait effectivement une réunion sur les nouvelles innovations et les promotions de l'entreprise. Et en fait, vous n'avez pas décidé d'y aller parce que vous étiez fatigué et mal de votre week-end. Moralité, cette émotion de malaise, de tristesse liée à votre week-end va conditionner votre lundi matin et à l'issue de cette réunion, votre manager décide d'attribuer les projets aux différents membres de son équipe. Mais étant donné que vous n'étiez pas à la réunion, vous n'avez pas profité de l'opportunité pour présenter vos projets et donc, dans les 15 jours qui viennent, vous n'aurez pas la possibilité de travailler sur vos projets. Vous vous rendez compte comment vos émotions ont conditionné à la fois votre état d'esprit du lundi matin, mais vont aussi conditionner la colère que vous allez ressentir pendant 15 jours parce que vous n'avez pas été à cette réunion. Et donc là, par là même, vous vous rendez compte que vos émotions sont conditionnées et largement conditionnantes pour la suite. C'est à ce titre-là que je vous invite vraiment à vous intéresser à votre état émotionnel, à votre ressenti, parce que c'est ça qui va déterminer la façon dont vous abordez le monde, les autres et même vous-même. Donc, mieux vaut avoir le meilleur état d'esprit possible. Ce que je vous propose de comprendre ici, c'est ce qu'est une émotion et quelles sont les émotions principales que nous sommes amenés à vivre. Daniel Goleman, dans son ouvrage L'intelligence émotionnelle paru en 1997, explique que les émotions sont à la fois un sentiment et les pensées, les états psychologiques et biologiques particuliers, ainsi que la gamme d'actions qu'elles suscitent. Eh bien, en fait, ce qu'il faut voir là, c'est que la première partie de la définition s'intéresse effectivement aux états que l'on ressent lorsqu'on ressent une émotion. Ça peut être, comme je l'ai énoncé tout à l'heure, une boule à l'estomac, les mains moites, la voix qui tremble, l'incapacité de se concentrer. Les émotions ont d'abord un effet physique. Eh bien, lorsque vous sentez ces effets physiques, il y a aussi les effets psychologiques. Vous avez du mal à vous concentrer, vous avez du mal à être pleinement présent et pleinement conscient de ce qui se passe. Eh bien, les émotions ont cet effet-là. Mais l'élément le plus important à retenir dans la définition de Daniel Goleman, c'est la deuxième partie qui est en gras sur la slide, ainsi que la gamme de tendances à l'action qu'il suscite. Eh bien là, en fait, c'est ça le plus important de la définition, à savoir que lorsque vous ressentez une émotion, vous allez chercher à agir dessus. Tout le temps. Si vous avez peur, vous allez chercher à agir sur votre peur. Si vous êtes stressé, vous allez appeler un ami pour vous rassurer. Si vous êtes angoissé, vous allez appeler votre maman pour vous rassurer. Quel que soit le niveau de l'émotion que vous ressentez ou l'émotion elle-même, vous allez nécessairement vouloir agir dessus. Si vous êtes en colère, vous allez vouloir agir sur l'objet de votre colère en vous mettant dans des états émotionnels tendus notamment. Et en fait, Daniel Goleman explique que nous ressentons 4 émotions principales. Et ces 4 émotions principales déterminent globalement toutes les autres émotions derrière qui sont en fait des dérivés de ces 4 émotions principales. La tristesse, qui est en réalité en fait un message de votre cerveau. L'ensemble de ces émotions, la tristesse y compris, est une façon de communiquer pour votre esprit. Le problème de la communication de notre esprit, c'est qu'en général, on n'y comprend rien ou pas grand-chose. Revenons à la tristesse. La tristesse ne vous dit pas oh mon Dieu, il m'a quitté ou elle m'a quitté. La tristesse vous dit, alors que vous êtes en train de vous noyer dans un mélange de morve, de larmes et de glace à Gendas le samedi soir devant Netflix, la tristesse est en train de vous dire que votre cerveau a compris que c'était la fin d'une relation, a compris que c'était la fin d'une situation et que votre cerveau était disponible pour un renouveau.
Oui, mais lorsque vous êtes devant Netflix avec votre pot de glace, vous êtes simplement en train de vous noyer dans votre tristesse, sans vous rendre compte du message merveilleux qui est en train d'être passé, à savoir que vous êtes disponible pour quelque chose de nouveau et que votre cerveau a effectivement acté la fin d'une relation, d'une situation et qu'un changement est en train de se produire. À ce titre-là, c'est assez positif. Même si, effectivement, parfois la tristesse est compliquée à vivre, compliquée à gérer et qu'on aimerait pouvoir faire différemment. Acceptez votre tristesse et si vous êtes effectivement triste, acceptez-la et pleurez. Et ça, je vous invite vraiment notamment à aller, au moment où vous sentez une tristesse monter, dans votre lit, sous la couette, sur votre oreiller et vous pleurez et vous lâchez tout ce que vous avez à lâcher. Tout simplement parce que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien et après avoir beaucoup pleuré, vous vous rendrez compte que vous êtes entouré par une forme de halo de douceur qui fait là aussi beaucoup de bien. Et quand vous faites ça, vous acceptez votre émotion, vous accueillez votre émotion puisque vous la laissez pleurer, vous vous laissez pleurer, vous laissez s'écouler cette émotion et vous en prenez soin. Et quand vous faites ça, vous prenez soin de vous et vous renforcez votre confiance en vous, mécaniquement. Aussi dingue que ça puisse paraître, vous renforcez par l'acceptation la personne que vous êtes. La deuxième émotion, c'est la peur. Et ce qu'il faut voir avec la peur, c'est que c'est le cerveau qui identifie dans son environnement un danger effectif ou potentiel pour soi, avec des conséquences physiques ou psychologiques. C'est la grosse différence avec le stress. Le stress va vous indiquer qu'il y a un problème, mais à aucun moment, vous ne risquez un enjeu physique ou psychologique. Si vous êtes stressé à l'idée de passer le permis de conduire, lorsque vous montez dans la voiture avec l'examinateur, normalement, si vous descendez de la voiture après l'examen du permis de conduire, vous êtes intègre. Votre intégrité physique et psychologique sont normalement préservées. Normalement. Mais c'est la différence entre le stress et la peur. La peur, il y a effectivement un danger physique ou psychique ou psychologique, là où le stress ne comporte aucun danger effectif et réel. C'est assez dingue à noter d'ailleurs. Et donc, 92% de vos peurs ne sont fondées sur rien de tangible. Ce n'est que votre petit moulin qui se met à s'affoler pour vous montrer si des dangers potentiels dans votre environnement, ce qui n'est en général, dans 92% des cas, pas le cas. Donc 9 peurs sur 10 de votre cerveau ne correspondent à rien de réel ou de tangible dans votre environnement. C'est essentiel à entendre. Une fois qu'on a dit ça, quelles sont les réactions spontanées vis-à-vis de la peur? Il y a 3 réactions mécaniques, spontanées qu'on retrouve très régulièrement dans des situations de peur. La première réaction, c'est la fuite. C'est la faculté à vous barrer quand vous voyez un danger potentiel. Vous voyez un bus, vous arrivez dessus, vous partez. Premier point. Deuxième réaction spontanée, c'est le combat. Vous allez vous battre. Vous voyez un bus arriver et vous allez vous battre contre le bus. Effectivement, il y a peu de chances que vous gagnez le combat. Mais bon, la réaction émotionnelle est la réaction émotionnelle. La troisième réaction spontanée qu'on a face à la peur, c'est la sidération. Les bras vous en tombent, vous ne pouvez plus rien dire, vous ne pouvez plus rien faire, vous ne pouvez plus rien penser, vous êtes parfaitement figé. Ce sont les 3 réactions spontanées qu'on a vis-à-vis de la peur. La troisième émotion proposée par Goleman, c'est la colère. La colère est l'une des 3 émotions principales énoncées par Goleman comme étant l'émotion la moins adaptée aujourd'hui au XXIe siècle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un individu dispose d'énormément de moyens pour se faire entendre plus que la colère. On peut imaginer il y a quelques dizaines de milliers d'années que c'était assez utile de pouvoir se mettre en colère pour répondre à un danger potentiel lors d'une attaque, lors d'une chasse contre un mammouth ou contre n'importe quel animal sauvage. C'était très important de pouvoir mobiliser toute sa concentration et toute sa force physique pour mettre un terme au danger potentiel. Aujourd'hui, au XXIe siècle, cette faculté qu'on a de se mettre en colère et de mobiliser toute son énergie pour fracasser ce qu'on a en face me semble assez malvenue. Surtout quand on connaît les moyens de n'importe quel individu lambda aujourd'hui dans notre environnement. Chacun possède les moyens de mettre en œuvre une colère bien plus importante qu'il y a encore quelques centaines d'années. C'est pour ça que la colère est une émotion assez inadaptée lorsqu'elle est exprimée de manière inadéquate. Mais la colère fait aussi avancer des luttes, fait aussi avancer des causes et fait aussi avancer certaines problématiques ou certaines injustices. Et à ce titre-là, la colère est particulièrement utile. La joie, qui est la quatrième émotion principale identifiée par Daniel Goleman, la joie est le sentiment que l'on cherche en permanence à reproduire. Parce que la joie va créer une légère altération de la perception du temps.
Ça va créer une légère euphorie et un bien-être permanent. Et quand on rit, on est bien, on est en permanence dans cet état de joie, d'enthousiasme et de bonheur. Le point, c'est que la joie est un sentiment que nous essayons de mettre en permanence en œuvre, en faisant de l'humour, en faisant des blagues, en étant agréable à l'autre. Parce que la joie crée un sentiment positif, constructif, qui donne envie d'aller vers l'autre. Et en général, ce qu'il faut noter avec la joie, c'est que c'est le sourire qui déclenche la joie et pas l'inverse. C'est parce que vous souriez que vous serez content. C'est un phénomène physique qui déclenche un phénomène émotionnel. C'est parce que vous souriez que vous êtes ravi, que vous êtes content. Avoir aussi une notion que je n'ai pas précisée sur la slide, mais je le dis à l'oral. Qu'est-ce qu'un sentiment? Puisqu'on parle des émotions depuis tout à l'heure, c'est quoi la différence entre une émotion et un sentiment? Eh bien, en fait, la différence, c'est le temps. Si vous accordez du temps à votre émotion, c'est ce qu'on appelle un sentiment. Le temps que vous accordez à votre joie, c'est ce qu'on appelle le bonheur. C'est ça le point en fait, c'est le temps que vous accordez à une émotion qui est en réalité un sentiment. Et après, si vous prolongez certains sentiments dans le temps, ils peuvent se transformer. Si vous prolongez votre colère dans le temps, ça devient de la haine, parce que vous justifiez ce sentiment agressif vis-à-vis de l'autre avec des arguments, quand bien même ça soit en général pas très fondé. Et cette haine n'aura qu'une vocation, justifier votre violence. J'espère que cette partie sur les émotions vous aide à mieux comprendre. On poursuit évidemment les explications dans les parties suivantes de la formation. Notamment avec une expression un peu plus précise, une définition un peu plus précise de ce que sont les émotions, notamment leurs dérivés. Je viens de l'expliquer à l'instant, je viens d'expliquer les 4 émotions principales d'après Daniel Goleman, les principes initiaux et la façon dont on a labellisé, étiqueté les émotions pour qu'elles soient beaucoup plus compréhensibles, à la fois par les autres, mais aussi pour soi-même. Ce qu'il faut voir, c'est que derrière ces 4 émotions principales de colère, de joie, de peur et de tristesse, il y a tout un dérivé, tout un tas de dérivés d'émotions. La colère aura pour dérivé notamment la frustration, l'indignation et la rage. La joie aura comme dérivé le bonheur, l'exaltation, la satisfaction. La peur aura comme dérivé l'anxiété, la terreur ou l'appréhension. Et pour terminer, la tristesse va générer des sentiments plus nuancés de mélancolie, de chagrin et de désespoir notamment. Et vous voyez ici qu'il y a une gamme d'actions qui est associée à chacune des émotions principales et à leurs dérivés. Si je prends l'exemple de la colère, vous voyez que derrière la colère, il peut y avoir une gamme d'actions qui est en général liée à la violence évidemment, la confrontation verbale ou physique, l'expression émotionnelle intense, la violence, la désobéissance civile ou ce genre de choses. Derrière la joie, il y aura là aussi une gamme d'actions. Le sourire, le rire, la célébration, l'envie de danser, d'embrasser, d'exprimer sa gratitude. Derrière la peur, il y aura, comme on se l'a dit, la fuite, le fait de se cacher, de se défendre, de s'immobiliser ou de chercher du soutien. Même chose pour la tristesse, avec ses gammes d'actions comme les pleurs, le fait de s'isoler, d'exprimer ses sentiments et de rechercher du réconfort, évidemment. Tout ça va vous permettre de mieux comprendre les différentes dérivées des émotions principales.